Bienvenue sur So What, le magazine de l'entrepreneuriat au masculin et au féminin. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sylvia Bravard, négociatrice professionnelle chevronnée. Sylvia construit sa carrière, notamment dans l'univers impitoyable de la grande distribution, en œuvrant au sein de groupes à renommée internationale. Son domaine d'expertise diversifié témoigne de sa capacité à gérer des négociations sous haute pression, tout en étant agile dans le secteur du marketing et du management. Découvrons le parcours d'une femme puissante mettant au service de l'humain son intelligence relationnelle et situationnelle. Elle force l'admiration de par sa vision humaine du monde et ses complexités, avec générosité. Elle nous rappelle avec humilité qu'une bonne négo se passe sans ego. Je dois accompagner des entreprises ou des cadres dirigeants dans leurs négociations de manière opérationnelle. Je dois former des personnes individuelles ou des équipes à la négociation et de temps en temps des conférences. Donc, au cours de ces différentes années, j'ai évolué d'abord dans un milieu qui était très masculin, dans l'univers de la négociation face à la grande distribution, et où les femmes avaient peu de place ou commençaient à s'en faire une, etc. Et ce que j'ai pu remarquer ces dernières années, c'est que les femmes ont pris conscience du besoin de négocier, et que parfois elles ont du mal à passer cette étape-là. C'est-à-dire que la prise de conscience sur la nécessité de négocier, alors négocier, c'est pas que des contrats commerciaux ou sociaux, hein, c'est dans ma vie personnelle, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes amis, mes parents. Il y a plein de choses à négocier et je trouve que les femmes ont pris conscience qu'il y avait besoin de négocier, mais qu'elles n'ont pas forcément encore soit les outils, soit qu'elles n'osent pas suffisamment y aller. Et c'est quand même plutôt généralement un métier qui est masculin. Alors bien sûr, il y a des métiers où c'est réellement très masculin et d'autres où les femmes sont plus présentes. Mais les femmes ont parfois un petit frein à la négociation parce que ça commence par un conflit, la négociation. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, on a des intérêts qui sont contradictoires et donc il faut assumer ce conflit. Il y a même parfois une certaine appétence au conflit, c'est-à-dire qu'on se sent très à l'aise quand la situation est conflictuelle et qu'on va la mener évidemment sans violence, sans avoir atteinte à l'autre personne, mais on va quand même défendre ses intérêts. Et des fois, elles ont un petit peu de difficulté à dépasser ça. J'ai une réelle appétence pour les situations conflictuelles, plutôt professionnellement, mais effectivement ça a été mon univers puisque pendant 10 ans j'ai fait de la négociation face à la grande distribution française qui est réputée pour être alors il y a un doux euphémisme qui dit que c'est une bonne école de la négo basée sur les conflits, les menaces, un rapport de force qui est déséquilibré, des ultimatums, etc. et parfois un univers assez sexiste. Donc forcément je devais avoir une appétence au conflit pour aimer évoluer dans ce domaine-là. Je pense qu'au départ, il faut se dire que, alors si on est sur le sexisme, si l'autre a un problème avec le fait que je sois une femme, ça va rester son problème à lui. Ça ne deviendra pas le mien. Alors ça a l'air facile à dire comme ça, mais des fois ça prend quelques années et c'est là-dessus justement que j'essaye d'aider certaines femmes. Après, c'est pas que être femme, ça peut être n'importe quoi, une trop grande, une trop petite, etc., etc. Donc voilà, il y a plein de choses qui interviennent. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le pouvoir personnel. Mais en tout cas, si toi, tu avais un problème avec le fait que je sois une femme à négocier, ben, ce serait le tien, ce serait pas le mien. Après, je pense qu'en termes de négociation, il y a un élément qui est tellement clé, qui est l'ego de l'autre. Et donc, c'est de savoir s'adapter à l'autre, ne jamais blesser son ego, ne pas le froisser non plus. Si tu penses dans cette négociation que tu es bien meilleure que moi, que tu es bien plus forte en ego que moi, je vais surtout jamais te dire le contraire. Et tant pis, je vais mener ma négo bien tranquillement et je vais mettre mon ego ailleurs. Et après, il y a les techniques, parce que la négociation, c'est du soft skills, comme ça, c'est de la relation, c'est du feeling, mais il y a beaucoup de préparation technique. Et donc, il y a des méthodes pour ça qui peuvent nous aider à bien préparer nos négos. Et notamment, l'élément qui est parfois le plus dur à se donner, alors à titre pro, mais surtout à titre perso, c'est qu'est-ce qui va être non négociable, qu'est-ce que je ne négocierai pas, sur quoi je ne lâcherai jamais. Et ça, je recommande toujours de se l'écrire avant, parce que quand la tension monte, que ce soit perso ou pro, hein, c'est exactement la même chose. Quand la tension monte, il y a un moment donné, on va peut-être lâcher parce qu'on n'arrivera pas à tenir ça. Donc, il faut se l'écrire avant et se dire que là-dessus, on ne lâchera pas. Dans l'excellence, je mets beaucoup de préparation. Je
ne pense pas que ce soit synonyme d'improvisation, l'excellence. Je pense qu'il y a beaucoup de préparation, beaucoup de travail, beaucoup de remise en question et aussi beaucoup de travail après les prestations, c'est-à-dire débriefer, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement. Et je crois que du coup, c'est pas un achievement, l'excellence, c'est justement un travail quotidien, mais je l'associe à du travail. J'ai appris, disons qu'au départ, je suis plutôt une travailleuse. Comme beaucoup de femmes, j'ai le petit syndrome de la bonne élève. On fait ce qu'on avait dit qu'on nous avait demandé de faire, donc voilà. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris beaucoup de plaisir à improviser, mais dans quand même un métier et un domaine que je connais. Et j'avoue que ça me met des fois un tout petit peu en danger et que j'aime cette excitation-là. Et après, on me demande souvent, j'ai plein de copines qui m'ont dit « Sylvia, est-ce que tu peux m'aider pour ma négociation de salaire ?» Donc je dis oui, avec plaisir, on va préparer ça ensemble, c'est génial, on va se voir toute une journée, c'est quand ? Dans 5 minutes. Ok, donc là c'est que de l'impro. Et voilà, et ça rajoute une petite excitation quand même. C'est un métier qui est assez dur. On a face à soi des gens qui peuvent être un peu agressifs, qui peuvent tenir bon, qui sont très très clairs sur ce qu'ils voudront négocier ou pas, ce qu'ils peuvent obtenir, qui vont pousser jusqu'au bout, etc. Et du coup, ça demande quand même de tenir bon. Ça demande d'avoir un certain mental, de savoir se relaxer aussi, parce que dans certaines négociations que j'ai menées ou que j'accompagne, ça dure des fois 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an. Il faut tenir bon pendant toute cette période. Et je pense que si, au fond, la négociation ne nous plaît pas, je pense qu'on baisse les bras plus facilement. Et puis leur négociation, c'est un vrai métier, ce sont de vraies techniques, c'est peut-être un art, mais au fond, il faut que ça quand même nous amuse un petit peu. Alors, les négociations sont sérieuses. C'est des jeux très sérieux, puisqu'il y a des fois des emplois à la clé quand on est sur des négociations sociales. Il y a une industrie à la clé sur des négociations commerciales. Je ne parle pas évidemment des prises d'otages, où là encore on a des vies à sauver. Mais au fond, il faut que ça nous anime un peu, il faut qu'on y trouve un jeu là-dedans. L'éthique fait toujours partie de la négociation. L'éthique va toujours être partie prenante des questions qu'on peut se poser, c'est-à-dire la négo est partout et jusqu'où on peut accompagner des gens. Et clairement, il y a des secteurs d'activité qu'on n'accompagne pas. On a décidé de ne pas le faire. Des fois, ça nous pose des questions. On nous demande, par exemple, de rencontrer une équipe en mode très informel, etc. Et en fait, on est en train de les scanner individuellement pour recueillir un maximum d'infos pour ensuite mener une négo face à eux. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, etc. Donc, l'éthique intervient régulièrement en négociation et pour ça, c'est bien d'être une équipe, justement, et de pouvoir en parler aux autres. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que ça va trop loin ? Est-ce que ça va pas trop loin ? Parce qu'on a en main des techniques d'influence, mais qui pourraient être des techniques de manipulation. On forme à ça des techniques de recueil d'informations. Alors des fois, quand c'est pour interroger des personnes qui ont une volonté de nuisance, on se dit c'est pour la bonne cause qu'on essaye d'obtenir un max d'infos de leur part. Mais du coup, on est capable d'obtenir beaucoup d'infos des gens aussi, donc ça nécessite de se poser quelques limites. J'ai plutôt l'impression que ça fait peur, justement, cette circulation d'informations, parce que en négociation sociale, par exemple, ou commerciale, c'est tellement facile, même de l'interview qu'on fait là, de prendre un petit extrait complètement sorti de son contexte et de me faire dire exactement l'inverse du propos que je suis en train de défendre. Et donc, justement, cet accès à l'information, on peut être filmé sur un petit moment, on peut faire on est en conférence pendant 1 heure, on peut faire de l'humour parce que la salle s'y prête bien, et puis hop, on coupe juste cette blague-là qui sort complètement de son contexte et qui a l'air d'être une phrase horrible. Donc les gens ont plutôt peur de cette information qui circule beaucoup. Et dans les négociations que j'accompagne aujourd'hui, ça fait partie des enjeux majeurs, c'est protéger l'image de la société que je représente ou que j'accompagne, protéger le groupe. Donc on doit tout vérifier, ce qu'on dit, ce qu'on écrit, les mails qu'on envoie, etc. Avec toujours sous le prisme que ça puisse partir dans les médias en étant totalement sorti de son contexte et que ça puisse mettre le feu aux poudres. Donc c'est plutôt une peur et que je trouve les gens plus méfiants du coup depuis que cette information peut aussi facilement circuler. Je pense que je me protège moi, je suis quelqu'un d'assez spontané, donc
Je peux faire de l'humour, si tu me poses des questions du tac au tac, je vais répondre du tac au tac. Donc il y a forcément une partie de moi qui est exposée. Après, j'essaye de faire en sorte de peut-être plus protéger ma vie privée, même si j'en parle quand même un peu, des négos avec mes enfants, qui sont loin d'être les plus simples, ils sont super forts. Mais ouais, je pense que je me protège pas tant que ça. Je reste assez naturelle, assez franche, spontanée dans ce que je fais. Mais peut-être que ma formation fait que spontanément, j'écoute aussi mes mots et je fais attention, peut-être sans y être si vigilante que ça, à ce que je peux dire. Quand on accompagne des négociations, à titre pro comme perso, les gens ont besoin d'être transparents avec nous. Et donc, si on est tout le temps dans l'hyper-contrôle de notre image, de ce qu'on raconte et qu'on livre rien de nous, ça n'encourage pas l'autre à le faire en retour. L'analyse du comportement fait 100% partie de la négociation. Et donc, en 20 secondes, ce n'est pas forcément les 20 premières, mais ça peut être quand on a un échange, que je vais faire peut-être une première proposition en négociation, je vais être très attentive à ta réaction. Verbale, certes, mais surtout le reste. Le paraverbal, les micro-expressions de ton visage, tout ce que tu voudras que je ne sache pas et que je vais essayer de démasquer quand même. Donc, oui. Et après, il faut faire attention ce qu'on va appeler au biais de confirmation, c'est-à-dire avoir mon idée, peut-être quand je suis arrivée tout à l'heure, que je t'ai vu dans ce canapé, je me suis peut-être fait une idée de toi. Et surtout me dire, attention, parce que c'est peut-être juste l'image projetée qu'il y a derrière, et donc de continuer à douter un peu. Et lorsque j'ai dû licencier une de mes collaboratrices, et donc négocier son départ avec elle, et que c'était quelqu'un qui se donnait à fond, mais qui n'avait pas les compétences pour le faire. Et donc ça, c'est le plus dur, parce que quand quelqu'un ne se donne pas à fond, on peut toujours dire, tu vois, j'ai essayé d'aller te chercher, j'ai essayé de te remotiver, j'ai essayé tu t'es pas donné les moyens d'eux. Mais quand quelqu'un n'a pas les compétences, c'est très difficile. Et donc je crois que c'est celle que j'ai le plus emmenée à la maison. Ça me fait même rire, ce côté très secret avec l'argent en France, parce qu'il y a d'autres pays où c'est pas du tout le cas, évidemment. Et en fait... Je suis très détendue avec ça parce que dans mon métier, c'est mon métier, donc ça fait partie totalement de la négociation. Donc j'ai jamais eu de problème à parler d'argent, ni même de mon propre salaire. Je crois que j'ai négocié très vite mon salaire et que j'étais même plutôt bien payée sur les postes que j'ai occupés. Et à titre perso, je suis très détendue aussi. L'argent que je gagne aujourd'hui, c'est pas de l'argent de la prostitution, de la drogue, de l'alcool, de quoi que ce soit. Donc il est gagné de manière très honnête, avec des clients qui sont OK pour nous rémunérer. Donc je suis très détendue avec ça. Dans le métier que je fais, nos experts, qui sont à la fois des hommes et des femmes, interviennent uniquement sur la base de leur parcours. Et du coup, ils sont aujourd'hui rémunérés exactement à la même hauteur, quel que soit le genre. En tout cas, le genre n'est pas un sujet. Alors après, on a des experts qui sont plus expérimentés, avec une dimension internationale, qui sont un peu plus chers que les autres, mais qu'ils soient hommes ou femmes, en tout cas, ça ne change rien. La négociation n'est pas genrée, vraiment. Les outils, les techniques, etc., les postures, rien n'est genré là-dedans. Mais l'utilisation de la négo est genrée. Et les hommes y ont plus facilement recours et ils osent plus, c'est vrai. C'est vrai statistiquement, c'est vrai dans leur négociation de salaire. Et l'ouvrage qu'on a sorti à la rentrée dernière avec Karine Raguin, ma co-auteure, vraiment c'était « Femmes oser négocier ». C'était ça derrière notre ouvrage. Donc voilà, c'est un peu dommage de le dire, mais il y a plein de choses derrière les femmes, et notamment quand elles vont négocier, c'est encore plus difficile quand elles parlent de leur salaire, parce qu'elles ont l'impression de parler d'elles-mêmes. Et il faut sortir de ce débat-là, on n'est pas en train de parler de combien je vaux moi, sinon cette question, comment y répondre, c'est comme à combien vaudrait un otage, en fait, quelle est la vie de quelqu'un, comment tu réponds à cette question? Jamais tu réponds. Donc c'est plutôt, je leur recommande de préparer une négociation professionnelle, c'est-à-dire avec le parcours que j'ai, les études que j'ai faites, les expériences que j'ai, les compétences que j'ai développées, les formations que j'ai eues en plus. Mon profil vaut sur ce poste-là tel package salarial. Il n'y a pas que le fixe, il y a plein de choses qu'on peut négocier dans son salaire. Et donc voilà, de le travailler de manière beaucoup plus professionnelle que de se dire, OK, combien je vaux aujourd'hui? Parce que comment répondre à cette question? Les femmes se remettent plus facilement en question. Alors c'est ce qui fait qu'elles apprennent plus vite, mais c'est ce qui fait parfois qu'elles osent moins. Parce qu'elles vont dire, bon, par exemple sur ce poste-là, voilà,
très clairement, je sais quelles compétences je pourrais apporter, ce que je pourrais mettre en œuvre. Mais en revanche, ça, je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore managé 120 personnes. Comment je vais faire? Et donc, dans l'entretien de recrutement, généralement, elles sont et statistiquement assez transparentes là-dessus, en disant ça, je sais faire, mais ça, je n'ai pas encore fait. Du coup, voilà. Et les hommes vont être plus rassurants là-dessus, en disant ça, je n'ai pas encore fait, mais je vais très vite apprendre. Puis je sais déjà comment je vais le faire. Ce qui va me mettre en colère, c'est quand le décideur, le décisionnaire, la décisionnaire, c'est-à-dire la personne qui est capable de dire la machine qu'on vendait 500 000 euros, tant pis, on la vend 200 000, ça va. Donc la personne qui a la capacité de toucher ce qu'on va appeler le mandat de négociation, c'est-à-dire ma marge de manœuvre, normalement, elle doit pas rentrer en négociation, justement pour éviter que sous la pression ou alors sous une envolée lyrique, elle nous lâche quelque chose qu'on ne devait surtout pas lâcher. Donc elle doit laisser faire ses négociateurs. Et bien souvent, ils se sentent ou elles se sentent pousser des ailes et se disent « Tiens, je vais m'inviter au dernier rendez-vous de négo ». Et là, elles vont lâcher un truc qu'on n'aurait jamais dû lâcher. Du coup, perte de crédibilité pour les équipes de négociation, perte de confiance aussi en disant « Attends, si on peut lâcher des trucs comme ça qui n'étaient pas prévus, c'est quoi la suite pour moi ?» Et puis, évidemment, la personne en face, le client en face, tout bénef, en fait. Ils vont se dire, désormais, je sais qui appeler maintenant dans mes négociations. On peut se dire, voilà, ça a l'air d'être une petite minette parisienne avec ses hauts talons, elle est très très loin de la réalité. Ou alors on peut me connaître, à savoir que je suis issue d'un milieu agricole, avec mon animal de compagnie était quand même une poule. Donc c'est pour te dire si la minette parisienne était loin, surtout que je suis niçoise. Donc voilà, donc tout ça, on voit des codes. On essaye de faire attention à ça, justement, aux messages qu'on envoie. J'ai aussi un accent niçois, tu vois, donc si je le reprends, ça enverra un autre code. Et qui tout double. Les gens du Sud vont peut-être me trouver hyper sympathique, proche d'eux, etc. Et peut-être que les Parisiens vont me trouver gentillette, mais pas très professionnelle. Et tu sais pas, c'est les filtres de chacun. Mais voilà. Et puis, ce que je déteste, par contre, c'est qu'on me dise que j'utilise le fait d'être une fille en négociation. Ça m'énerve beaucoup. Je dirais que spontanément, je crois en l'humain parce que j'adore les enfants. Et quand je vois des enfants, j'ai l'impression qu'ils naissent bons. Tu vois, je sais pas, c'est peut-être, ça peut paraître naïf peut-être de dire ça, mais j'ai l'impression que tu peux tirer des enfants plein de choses positives. Et si tu leur envoies des messages négatifs, ils perdent confiance en eux, ils deviennent agressifs, s'ils manquent d'amour, s'ils manquent d'entourage, tu vois, pas que maternel, bien entendu, hein, tous les entourages. J'ai l'impression qu'à la base, on est bon, tu vois, et qu'après, chacun a son parcours de vie. Et après, il y a des personnes qui me semblent tellement mauvaises, tu vois, que des fois on n'a même pas envie de connaître leur parcours de vie. On se dit mais ils ne sont pas aptes à être dans notre environnement. Mais encore une fois, c'est souvent des parcours de vie qui ont été totalement anéantis. Je suis d'origine italienne, donc j'ai des vrais gènes de mama, tu vois. Donc spontanément, c'est vrai que si on touche à un cheveu de mes enfants, c'est la violence qui me vient tout de suite. Voilà, exactement. Mais comment on pallie à ça en fait, je crois qu'il faut donner les armes aussi à nos enfants ils savent se défendre en fait. On les voit toujours plus petits qu'ils ne sont, mais ils savent aussi se défendre. Et à nos filles aussi. Tu vois, je vais te donner un exemple, mais mon fils, alors j'ai 3 enfants et mes 2 grands ont 2 ans d'écart. Donc ils sont pas loin des fois d'être un peu des jumeaux, ce qu'ils nous reprochent d'ailleurs. Et souvent mon fils aime se bagarrer gentiment avec sa sœur. Tu vois, il la plaque, il lui fait des guilis, tout ça. Et il déteste ça. Et pendant des années, qu'est-ce que j'ai fait ? Je prenais mon garçon en lui disant « Arrête d'embêter ta sœur ». Et en fait, je me suis dit « Mais c'est quoi le message que j'envoie en fait à ma fille ? C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de se défendre ». Donc je lui ai dit « Non mais attends, je ne te défendrai plus parce que tu es capable de le faire carrément. Donc tu te défends ». Elle me dit « Mais si je lui fais mal ?» Tant pis, tu auras dit que tu ne voulais pas. Donc maintenant, voilà. Et ça, je pense que c'est important de se dire il faut aussi leur donner les outils, pas forcément les armes, mais en tout cas les outils pour se défendre. Et je crois qu'ils sont capables de faire ça. Et après, il n'empêche que parfois, vraiment, je me retiens. Mais par exemple, là, je vais te dire, il y a une maîtresse de l'école de mon fils, qui est en 5e, qui a envoyé un mail à tous les parents en disant que dans ses cours, elle remarquait que les enfants n'écoutaient pas, qu'ils n'étaient pas attentifs, et que si elle leur posait une question à la fin du cours sur qu'est-ce qu'elle a raconté pendant 1 heure, ils ne savaient pas répondre. Mais j'ai failli lui répondre, change de métier. En fait,
Tu vois? C'est-à-dire que on peut se dire qu'il y a 30... C'est comme nous quand on fait de la formation, on peut se dire qu'il y a 30 personnes en face de nous, ils sont tous débiles, ils nous ont pas écoutés, ou de se dire c'est peut-être que le contenu de ce que je raconte n'est pas super, ou que la façon dont je le raconte n'est pas super. Mais les enfants, je me rends compte à quel point... Alors, c'est un vrai métier de tenir 30 enfants dans une classe. Hein. Je ne dis pas que c'est un métier facile, mais je dis qu'il y a des profs qui rendent ça passionnant et les élèves n'ont même pas l'impression d'apprendre. Et il y a des profs qui rendent ça tellement pénible qu'ils vont au bagne, en fait, quand ils vont à l'école. Le monde serait plus juste s'il était tolérant. C'est-à-dire, à titre professionnel, si on dépassait les questions du genre, de la formation des gens, du quartier dans lequel ils viennent, du pays dans lequel ils viennent, si on dépassait ça, et à titre personnel, si on dépassait tout ça aussi et qu'on était plus sur les personnalités, ce que les gens peuvent m'apporter. Et parmi, on a parlé des enfants tout à l'heure, mais 3 enfants ont des personnalités très différentes et des formes d'intelligence très différentes. Et certaines sont très adaptées à l'école et d'autres moins. Et donc, si on commençait à se dire, ok, elle a une forme d'intelligence qui est très cadrée, donc voilà, on lui donne un cadre, elle excelle là-dedans. Après, elle le transcende, elle est hyper à l'aise. Et puis, il y en a une autre qui n'est pas du tout dans le cadre, en fait. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Eh ben, elle nous apporte que quand on n'a jamais pensé à ses idées, elle y va. Elle ose, elle défonce des portes, des choses comme ça. Par contre, ne lui demandez pas d'être parfaite dans le cadre qu'on a mis, parce qu'elle explose ce cadre-là. Et donc, finalement, de se dire... voilà, on va plus en curiosité sur les gens, sur leur parcours, leurs blessures, qu'est-ce qu'elles nous apportent aussi. C'est génial d'être entouré d'amis qui ont des blessures aussi, parce que quand vous en avez une, bah, ils vous comprennent, ils vous jugent pas, et ils se disent bah tiens, peut-être celle-là moi je l'ai pas, mais j'en ai une autre. Voilà ce que j'ai appris. Et peut-être que ça rejoint l'humanisme, tu vois, dont on parlait tout à l'heure. Bah ouais, le monde serait meilleur s'il était humain, tout simplement. J'espère que cette interview vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. À très bientôt.